Chers auditeurs, toujours avec les aventures de Tom Sawyer, préparez-vous ce soir à suivre les pas de Tom à travers ses aventures palpitantes, ses espiègleries mémorables et ses rencontres inoubliables. L'atmosphère oppressante semblait chargée de quelques présages. Malgré la chaleur, les enfants se blottirent autour du feu qui rougeoyait encore. Mais au-delà de la faible lumière qu'il répandait, c'était l'obscurité totale. Pourtant, une lueur vacillante vint éclairer un instant de feuillage, puis s'éteignit. Une autre suivit, plus intense, puis une autre encore. Un faible gémissement se répandit parmi les branchages et les garçons sentirent un souffle furtif leur frôler la joue. Ils frissonnèrent à l'idée que le spectre de la nuit venait de passer. Les trois pirates étaient blêmes de peur. Alors un roulement de tonnerre déchira l'espace pour se perdre dans le lointain. Une autre lueur soudaine éclaira la forêt, suivie d'un craquement violent. Et les trois amis eurent l'impression qu'il arrachait le faîte des arbres juste au-dessus de leur tête. Terrorisés, ils se serrèrent de plus près encore. Dans la nuit noire qui suivit, alors quelques grosses gouttes de pluie se mirent à tambouriner sur les feuilles des arbres. « À la tente, les gars, vite !» s'écria Tom. Ils s'élancèrent dans l'obscurité, chacun de son côté, trébuchant sur les racines et parmi les lianes. De furieux coups de vent secouaient les arbres. Les éclairs aveuglants se succédaient, accompagnés d'un roulement de tonnerre assourdissant, et la pluie tombait maintenant à verse. Les enfants cherchaient à s'interpeller, mais les mugissements du vent couvraient leurs voix. Ils finirent pourtant par se retrouver sous la tente, glacés, terrifiés et ruisselants, mais heureux de se sentir réunir dans l'épreuve. La vieille toile à voile battait si furieusement qu'il leur était impossible de s'entendre parler. La tempête augmentait de violence et bientôt la voile s'arracha à ses montants et s'en alla voltiger dans la rafale. Se prenant par la main, les enfants allèrent en hâte s'abriter auprès de maintes chutes et meurtrissures sous un grand chêne poussant sur la berge de fleuve. On était au plus fort de la tourmente. Les éclairs qui en permanence jetaient dans le ciel des lueurs d'incendie permettaient de distinguer tous les détails du paysage aussi nettement qu'en plein jour. De temps à autre, quelques arbres géants vaincus dans la lutte venaient s'abattre sur les jaunes broussailles, et des coups de tonnerre à vous déchirer le tympan éclataient presque sans interruption. L'orage semblait décidé à fracasser toute l'île entière, à la détruire à jamais avec tous ses hôtes. Pour de jeunes fugitifs, c'était une rude nuit à vivre sans abri. Peu à peu pourtant, la bataille perdit de son acharnement. Les forces se retirèrent, les menaces se firent moins violentes, le calme revint, les trois garçons regagnèrent leur camp. Le grand sycomore sous lequel s'abritait leur lit était abattu, foudroyé, et ils remercièrent le ciel de ne pas être trouvés là au moment du désastre. Le camp était ravagé par l'averse, car les pirates n'étaient que des petits insouciants, qui n'avaient pas songé à se prémunir contre la pluie. Eux-mêmes étaient trempés jusqu'aux et glacés, mais ils découvrirent avec bonheur que le feu couvait encore sous certaines grosses branches qui l'avaient préservé de la pluie. Ils se mirent à l'œuvre afin de ranimer la flamme. Peu après, le foyer rougissait, remettait de la joie au fond de leur cœur. Ils firent sécher leurs jambons et s'en régalèrent. Comme l'aube commençait à poindre, les pirates se sentirent alourdis par le sommeil. Gagnant le banc de sable, ils s'y couchèrent, mais un soleil brûlant bientôt les réveillait et ils se mirent à regret à préparer le petit déjeuner. Après le repas, courbattus et ankylosés, ils éprouvèrent de nouveau la nostalgie du foyer. Tom en reconnut les symptômes et se mit en devoir de réconforter de son mieux les pirates. Il leur rappela le secret qui les liait et fit renaître un peu de gaieté. Il en profita pour leur proposer un projet nouveau. Il s'agissait de renoncer à leur qualité de pirates et de changer pour un temps en indien.
L'idée eut du succès, et peu après, les trois garçons complètement nus étaient striés debout de la tête aux pieds, comme autant de zèbres. Ils étaient tous chefs, naturellement, et s'élancèrent à travers bois pour attaquer quelques postes britanniques. Bientôt, ils se séparèrent en trois tribus ennemies, et, surgissant de leur embuscade, ils se jetèrent les uns sur les autres en poussant de terribles cris de guerre. Ils se tuèrent et se scalpèrent par milliers. Ce fut une journée sanglante et mémorable. Vers l'heure du dîner, ils se regroupèrent au camp, heureux et l'appétit aiguisé. Mais une nouvelle difficulté surgit. Des Indiens ennemis ne sauraient rompre ensemble le pain de l'hospitalité sans fumer d'abord le calumet de la paix. Deux des sauvages regrettèrent alors d'avoir renoncé à leur état de pirates. Pourtant, puisqu'il fallait bien s'y résigner, ils acceptèrent, bon gré mal gré, de se passer la pipe et de tirer leur bouffée chacun à tour de rôle. Et voilà qu'ils se réjouirent d'être passés à l'état de sauvage, car ils avaient au moins acquis une science nouvelle. Ils savaient fumer un peu sans avoir trop mal au cœur. Et ils résolurent de se perfectionner dans cet art, et la soirée y fut consacrée pour la grande joie de tous. Ce succès leur procura plus de bonheur et de fierté qu'ils en auraient éprouvé à scalper et à écorcher vifs tous les Sioux d'Amérique. Cependant, il n'y avait pas de gaieté dans la petite ville en ce paisible après-midi de samedi. Chez les Harper et chez tante Polly, on prenait le deuil au milieu des douleurs et des larmes. Le village était plongé dans un calme incoutumé. Les habitants parlaient peu, soupiraient souvent. Les enfants n'avaient pas de cœur au jeu. Cette journée de congé leur pesait. Dans l'après-midi, Becky Thatcher se surprit à errer tristement dans la cour d'école désertée. N'y trouvant rien qui pût lui apporter quelque consolation, elle se dit en elle-même, en retenant son sanglot, « Si c'était à refaire, pour rien au monde je ne redirais ce que j'ai dit. Mais c'est fini maintenant, je ne le verrai plus, plus jamais. » À cette pensée, elle fondait aux larmes et s'éloigna, en proie à un profond chagrin. Alors vint à passer un groupe de garçons et de filles, tous compagnons de jeu de Tom et de Joe, qui regardèrent par-dessus la palissade et évoquèrent avec respect ce que Tom avait fait la dernière fois qu'il l'avait vu, ou les paroles que Joe avait prononcées, banales apparemment à ce moment-là, et pourtant lourdes de sinistres présages. Et chacun d'eux montrait l'endroit exact où on avait aperçu pour la dernière fois les malheureux enfants, et d'ajouter un petit commentaire. « C'est là qu'il était, où tu es maintenant, et moi ici, tout près de lui. » Et il souriait, comme ça, et j'ai senti un frisson. Mais je ne savais pas ce que ça pouvait annoncer. Bien sûr, un pauvre petit enfant qui n'avait nul autre mérite à faire valoir, dit avec fierté évidente. Eh bien moi, Tom Sawyer, il m'a battu une fois. À dire vrai, ce n'était pas là un titre de gloire. La plupart des garçons du village pouvaient en dire autant, ce qui dépréciait beaucoup cette distinction. Le groupe alors s'éloigna, continuant à évoquer le souvenir des disparus. Le lendemain matin, quand fut terminée la séance de catéchisme, la cloche se mit à sonner le glas. C'était bien triste pour un dimanche. Le son lugubre de la cloche semblait en harmonie avec le silence inhabituel qui pesait sur le paysage. Les villageois se regroupèrent, flânant un moment sous le porche pour évoquer à voix basse le triste événement. Puis les femmes allèrent s'asseoir à leur place dans un froufrou de robes de deuil. Jamais on n'avait vu une telle foule dans la petite église. Après une courte attente, dans un silence morne, tante Polly entra, suivie de Sid et de Marie, et de la famille Harper, tous en noir. Alors l'assistance entière et jusqu'au vieux pasteur se leva respectueusement en attendant que les proches parents des défunts eussent pris place au premier rang. Et il y eut encore un silence recueilli, entrecoupé de sanglots étouffés.
Le ministre de culte enfin entonna une hymne suivie de la parole de l'Écriture « Je suis la résurrection et la vie ». Au cours du service, le pasteur traça un tel tableau des dons, des qualités et des mérites promoteurs des petits disparus, que tous, croyant les reconnaître dans ce tableau, se reprochèrent de s'être naguère laissés aveugler à ce point qu'ils n'avaient su découvrir en eux que des défauts. Le pasteur rapporta maints épisodes touchant de la vie des jeunes défunts, mettant en relief leur nature noble et généreuse, si bien que les assistants n'en voyaient plus que la grandeur d'âme et la beauté, et regrettaient le temps où ils n'en avaient connu que le vilain côté. L'émotion de l'assistance allait croissant jusqu'au moment où tous, cédant à la douleur, éclatèrent en sanglots, tandis que le pasteur lui-même, du haut de sa chaise, pleurait. Il y eut dans la tribune un faible bruissement que nul ne remarqua. Un instant plus tard, la porte de l'église grinçait. Le pasteur, levant au-dessus de son mouchoir ses yeux baignés de larmes, resta figé de stupeur. Une paire d'yeux, puis une autre, regardèrent dans la même direction que le pasteur, et bientôt c'est toute l'assistance qui d'un seul bond se levait pour regarder les trois petits morts qui remontaient la nef. Tom en tête, suivi de Joe Puck, qui, dans ses sillons, se cachait timidement derrière eux. Ils étaient restés jusque-là, cachés dans la tribune, désaffectés, écoutant leur propre horizon funèbre. Tante Polly, Marie et les Harper se jetèrent sur leurs enfants retrouvés, les étouffant de baisers et remerciant Dieu, tandis que le pauvre Huck, gêné et honteux, ne savait ni que faire ni où se cacher de tant d'yeux indifférents. Il allait s'esquiver quand Tom, le prenant par la main, et dit « Tante Polly, c'est pas juste, il faut bien que quelqu'un soit content de revoir Huck. » Mais bien sûr, je suis contente de le voir, moi, ce pauvre petit qui n'a pas de maman. Et les marques d'affection que tante Polly prodigua à Huck ne réussirent qu'à le rendre un peu plus malheureux encore. Soudain, le pasteur cria d'une voix forte « Louez Dieu de qui nous viennent toutes les bénédictions. Chantez et mettez-y tout votre cœur. » Ils le firent volontiers. Les chants de triomphe et de reconnaissance firent vibrer les vieilles poutres. Cependant que Tom Sawyer, le pirate, sentant autour de lui de jeunes regards d'envie, s'avouait n'avoir encore jamais vécu un moment aussi enivrant. C'était donc là le grand secret de Tom. Rentrer au pays avec ses frères d'armes à temps pour assister à leurs propres funérailles. Tom faisait désormais figure de héros. Au lieu de caracoler comme un poulain échappé, il marchait maintenant d'un pas digne, comme il convenait à un pirate qui sentait poser sur lui les regards de la foule. À l'école, leurs camarades leur témoignèrent tant d'admiration, à Joe et à lui, que les deux pirates devinrent insupportables crâneurs. Ils se mirent à relater leur aventure devant un auditoire avide, et l'imagination aidant, les histoires n'avaient plus de fin. Et quand ils sortirent leurs pipes et se mirent à fumer avec assurance, ils se sentirent à l'apogée de la gloire. Tom estima qu'ainsi comblé d'honneur, il pouvait fort bien se passer de Becky Thatcher, mais maintenant qu'il avait acquis la célébrité, elle voudrait peut-être se raccommoder avec lui. Eh bien, qu'elle essaye. Elle verra qu'il savait être aussi froid et indifférent que les autres. Justement, elle arrivait. Tom fit semblant de ne pas la voir et alla rejoindre un groupe de garçons et de filles. Il remarqua bientôt qu'il allait gaiement des uns aux autres, le visage animé et les yeux pétillants, poussant des cris de joie quand elle réussissait à accaparer un camarade de classe. Mais il jetait chaque fois un coup d'œil du côté de Tom, dont la vanité était ainsi satisfaite et qui finit toujours d'ignorer la présence de la jeune fille. Celle-ci, enfin, lasse de batifoler, se mit à soupirer et à regarder furtivement du côté de Tom. Puis elle remarqua qu'il causait surtout avec Amy Lawrence. Dans son trouble, elle voulut s'éloigner, mais ses pas la rapprochèrent du groupe malgré elle. Et s'adressant à une fille qui se trouvait tout près de Tom, elle s'écria «
Tiens, Marie-Austin, pourquoi n'es-tu pas venue au catéchisme hier? C'est très mal. Mais j'y suis allée. Tu ne m'as pas donc vue? Ma foi, non. De quel côté étais-tu? Dans le groupe du travail de Miss Peter. Comme toujours, et je t'ai vu. Eh bien, moi, je ne t'ai pas vu. Et justement, je voulais te parler du pique-nique. Ah, bonne idée. Qui va l'organiser? Maman me permet d'en faire un. Quelle chance! J'espère qu'elle m'y invitera. Bien sûr, c'est pour moi ce pique-nique et elle invitera tous les amis que j'ai envie d'inviter. Magnifique! Et quand le feras-tu? Bientôt, juste avant les vacances peut-être. Et tu vas inviter toutes les filles et tous les garçons? Tous mes amis, ou ceux qui veulent devenir mes amis, ajouta-t-elle en laissant un regard furtif à Tom. Celui-ci faisait à Amie Laurence un récit imagé de l'orage terrible que les pirates avaient dû affronter sur leur île déserte. Il lui raconta comment la foudre avait tracassé le grand sycomore à 1 mètre à peine de l'endroit où il se trouvait lui-même. Je pourrais venir demanda Grace Miller. Bien sûr. Moi aussi, dit Sally Roger. Oui. Et moi aussi, dit Suzy Harper. Et Joe. Mais oui. Et bientôt, tout le groupe, battant des mains et poussant des cris de joie, s'était fait inviter, tous, sauf Tom et Amy. Alors Tom se détourna avec indifférence et entraîna Amy avec lui. Becky en avait les lèvres tremblantes et les larmes lui montèrent aux yeux. Elle réussit à n'en rien laisser paraître et continua à bavarder gaiement. Mais la perspective du pique-nique et la vie elle-même avaient perdu pour elle tout attrait. Sa fierté offensée. Elle s'échappa dès que ce lui fut possible pour aller se cacher et pleurer tout son saoul. Quand la cloche sonna, elle se leva bien décidée à prendre sa revanche. Pendant la récréation, Tom continua à flirter avec Amy, cherchant des yeux Becky, dans l'espoir de la piquer au vif par son attitude provocante. Mais quand enfin il la découvrit, assise sagement sur un banc de la cour et regardant un album illustré en compagnie d'Alfred Temple, il se sentit rongé par le démon de la jalousie. Il se maudit alors d'avoir repoussé la chance d'une réconciliation que lui offrait Becky. Il en aurait pleuré de dépit. Becky et Alfred bavardaient gaiement, tandis que lui, Tom, n'avait même plus le courage de parler. Il n'entendait pas ce que disait Amy, et quand elle s'interrompait, attendant une réponse, elle bredouillait quelques paroles d'approbation qui venaient le plus souvent à contretemps. Il ne pouvait pas s'empêcher de rôder autour de Becky, et il rageait de voir que celle-ci semblait ignorer jusqu'à sa présence dans le monde des vivants. Elle le voyait bien, pourtant, et elle sentait qu'il remportait la victoire et se réjouissait de le faire souffrir comme elle avait elle-même souffert. Le joyeux babil d'Amy devient insupportable à Tom, qui fait allusion à l'heure qui passait à tout ce qu'il avait à faire. Ce fut en vain, rien ne pouvait arrêter le bavardage de la jeune fille. Sapristi, pensait Tom, arrivai-je jamais à me débarrasser d'elle? Il déclara enfin qu'il lui fallait aller s'occuper d'autre chose et s'échappa très vite. Elle promit naïvement de l'attendre à la sortie. À midi, Tom fila pour rentrer à la maison. Il se rangeait de jalousie. Becky se remit à contempler les images en compagnie d'Alfred, mais comme le temps passait sans que Tom se montrât, le livre perdit peu à peu pour elle tout attrait. Elle devient grave, puis mélancolique. 2 ou 3 fois, entendant un pas approcher, elle tendit l'oreille. Vain espoir, Tom ne venait toujours pas. Elle se sentit enfin si désemparée qu'elle regretta d'avoir poussé les choses si loin. Et quand le pauvre Alfred, voyant qu'elle lui échappait, s'écria en lui montrant une illustration du livre. « Oh, regarde celle-ci! N'est-ce pas qu'elle est amusante ?» Elle perdit patience, fondit en larmes et se leva en disant « Laisse-moi tranquille, ça ne m'intéresse pas. » Le pauvre garçon se demanda ce qu'il avait bien pu faire qui lui déplut, et il s'en alla errer dans la classe déserte, humilié et furieux, tandis qu'elle pleurait toujours. Et il devina sans peine la vérité.
Becky s'était servi de lui pour se venger de Tom Sawyer. À cette pensée, il se mit à détester Tom plus que jamais et chercha le moyen de lui faire des ennuis sans courir trop de risques lui-même. Justement, le livre de grammaire de Tom lui tomba sous les yeux. Il l'ouvrit à la page de la leçon à réciter l'après-midi et l'inonda d'encre. Becky, qui passait sur la fenêtre de la classe en même instant, le prit sur le fait et sa première idée fut d'aller tout raconter à Tom. Celui-ci lui en serait reconnaissant et ils se réconcilieraient. Mais il se ravissa aussitôt songeant à l'attitude blessante de Tom à son égard quand il s'était agi de pique-nique. Elle résolut de le laisser punir pour son livre endommagé et aussi le haïr à jamais. Mes chers auditeurs, notre aventure pour ce soir est terminée. Souvenez-vous toujours que vous êtes aimés et précieux et que chaque nuit est une nouvelle chance de rêver en grand. Bonne nuit, doux rêves, et je vous dis à la prochaine aventure avec notre héros Tom Sawyer et ses amis.